Sur nutrition et cancer, c'est vraiment un sujet d'actualité et c'est aussi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être véhiculées avec des intérêts derrière économiques, des intérêts publics. Et puis, il y a plein de choses qui font que tout se dit sur l'alimentation et puis on ne sait plus à un moment à qui se fier, comment s'y retrouver et quoi retenir. Donc déjà, avant de commencer à parler de choses concrètes, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi on parle de nutrition et à quoi ça sert de manger. Donc, si on mange tous les jours, c'est ce qui va pouvoir, du coup, pour notre corps, c'est ce qui va l'aider à fonctionner. Vous avez maintenant presque tous un portable. Le portable, vous le rechargez régulièrement. Eh bien, il faut considérer que votre corps, c'est exactement pareil. À un moment, il faut le recharger et il faut lui redonner de l'énergie ou différentes choses. Donc, quand on mange, tous les jours, hein, vous voyez qu'il y a plein d'aliments. Donc les aliments, c'est ce qu'on va parler d'acteurs nutritionnels et c'est ce qui va nous permettre du coup de pouvoir apporter des lipides, des protéines, des glucides. Donc ça, c'est ce qui va donner à notre corps, ces aliments-là vont donner de l'énergie et on va voir sous quelle forme. Et puis ça apporte aussi des nutriments qui sont non énergétiques. C'est tout ce qui va être les vitamines, les minéraux et puis l'hydratation parce que les aliments sont composés, on apporte aussi des apports hydriques avec les aliments. Alors, le principe de base pour se nourrir, tout ce qu'on mange, c'est ce qui va correspondre aux besoins du corps humain. Et donc, du coup, on a des besoins plastiques, c'est-à-dire qu'on a des cellules. Et on va voir que tout à l'heure, c'est d'autant plus important qu'avec le cancer, ces cellules, l'objectif, c'est d'aller les détruire et d'en refabriquer des saines. Donc ça, c'est ce qu'on va, du coup, parler de besoins plastiques. Il va falloir renouveler ces cellules. On a des besoins énergétiques. Donc ça, c'est pour que voilà, vous êtes venus aujourd'hui pour pouvoir venir, pour vous déplacer, pour ce matin faire votre toilette, manger. Tout ça, ça demande de l'énergie. S'il fait chaud, s'il fait froid, ça demande aussi une autre forme d'énergie. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'on a besoin et on a des apports qui vont être fluctuants en fonction des moments et des étapes, et en même temps, vous aussi, des étapes de votre maladie. Et puis, le besoin hydrique, parce que notre corps, il est fabriqué de 70% à peu près d'eau. Donc, il faut nos cellules. Il faut imaginer que nos petites cellules, elles trempent dans un liquide. Et bien, ce liquide, il faut l'entretenir et on a des besoins hydriques. Et puis, donc, quand on va manger, nos aliments vont apporter des lipides, des glucides et des protéines. Et notre corps, il est capable d'assimiler une certaine quantité de protéines, de lipides et de glucides, d'où les pourcentages. Et c'est ce qui fait qu'après, il peut y avoir un déséquilibre si on mange trop de protéines, si on mange trop de lipides ou si on mange trop de glucides. Donc, et en plus, en fonction de si on mange des protéines et des glucides, on va avoir un certain nombre de calories par gramme d'aliment. Et si c'est des lipides, on va avoir 9 calories. Donc, c'est pas tout à fait la même chose quand on vous parle pendant vos traitements, quand il y a besoin d'avoir des apports énergétiques ou des apports protidiques. Et on va en reparler après avec la maladie, avec le cancer. Alors, les macronutriments, ça, on va le passer assez vite. C'est les rôles énergétiques et ou plastiques. Donc, dans les protéines, il faut penser que ce qu'on appelle, c'est les acides aminés et notamment il y a les acides aminés essentiels qui est indispensable. Donc si on supprime de notre alimentation déjà les protéines ou on les cible pas, et du coup on va avoir dans les acides aminés indispensables, on va les supprimer. Dans les lipides, c'est la même chose, mais là on parlera pas d'acides aminés, mais on parlera d'acides gras. Et les acides gras, ça va être la qualité de la matière grasse. Et entre autres, il y a ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Et notamment, vous avez tous entendu parler d'oméga 3, oméga 6, enfin tout ce qu'on peut lire dans la presse. Et là aussi, on a besoin de ces acides gras. Et puis les glucides. Et là, dans les glucides, il y a
plein de choses qui sont dites sur notamment le sucre. Je pense qu'on en rediscutera, où il y aura probablement des questions par rapport à ça. Mais il y a sucre et sucre. Il faut savoir que les glucides, il y a deux sortes de glucides. Il y a ce qu'on appelle les glucides complexes, c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Et ça, on en a besoin. Et il y a les glucides simples, le sucre. Et souvent, on fait un peu... un amalgame entre le sucre, où on dit il ne faut pas manger de sucre parce que ça nourrit notamment la cellule cancéreuse, c'est ce qu'on peut lire. Or, il faut savoir que on a besoin de tout, et oui, en effet, ça va nourrir la cellule cancéreuse, mais ça nourrit aussi les autres cellules, et donc du coup, notre corps, il a besoin aussi d'être nourri, mais c'est une histoire de quantité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Et puis, on a les micronutriments qui vont être avec les vitamines. C'est ce qui n'est pas énergétique. Et du coup, on va avoir au niveau des vitamines, les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Bon, voilà, il y a différentes sortes. On a besoin de tout. Et puis, on a les éléments minéraux, tout ce qui va être le magnésium, le calcium, le potassium. Et donc, des fois, dans vos analyses, on va demander, nous, en tant que diététiciens, des bilans biologiques avec tous ces marqueurs pour voir justement si vous êtes dénutri ou pas dénutri. Enfin, donc voilà, ça va nous intéresser. Et forcément, on le retrouve avec l'alimentation. Donc, c'est bien, je suis en train de vous dire, il faut avoir de tout, il faut manger de tout, mais il y a aussi des repères, et des repères, alors, c'est pas moi en tant que diététicienne qui les détermine, on travaille sur prescription médicale et sur des recommandations, et donc par rapport à des études qui sont faites et par rapport à ces recommandations qui sortent. Donc nous, on dépend de la SFNCM, la Société nationale française de nutrition, et donc c'est à partir de ces recommandations-là qu'on va travailler. Dans le programme du PNNS, manger et bouger, donc il y a la courbe des repères. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tous les cas, vous voyez qu'il y a des aliments qu'il faut en plus grande quantité et d'autres en moins bonne quantité. En moins grande quantité, pardon. Et donc ça va être en fonction de ce qu'ils apportent. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fonction des protéines, des lipides et des glucides, on n'a pas les mêmes besoins, mais il faut arriver à équilibrer l'alimentation en ayant ces apports. Donc la première famille, celle qu'on voit le plus en grand, là il y a de la couleur, c'est pas moi ni le programme national des santé qui a mis cette couleur-là, c'est vraiment une classification internationale, donc dans n'importe quel pays, les aliments vont être classés, et la famille marron, c'est la famille des féculents, la famille verte, c'est ce qui va être les fruits et légumes, et vous voyez que c'est notamment la première famille c'est ce qui apporte les glucides complexes, donc du coup, c'est certains quand on parle qui parlent de sucre, qui parlent des glucides, qui vont supprimer, mais c'est une famille dont on a besoin. Donc on va équilibrer sur la journée et bien sûr hydrater parce que ça fait partie de ses besoins. Alors, qu'appelle-t-on une alimentation équilibrée ? C'est déjà d'avoir un rythme alimentaire. Et ce rythme alimentaire, on va voir qu'avec le cancer, du coup, il peut être complètement différent de souvent on dit je mange 3 fois par jour, un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, mais il peut y avoir aussi des collations dans la journée. Et on va voir que ça, on peut tout à fait fractionner et c'est pas pour ça qu'on n'a pas ce rythme alimentaire, mais on va l'adapter à un moment. Et puis, cet équilibre alimentaire va se faire aussi avec un apport de fibres sur la journée qui va permettre, du coup, les fibres. Souvent, il y en a peut-être dans la salle, mais avec des traitements où on a un transit qui peut être modifié. Et on dit, oh là là, surtout, je ne mange plus de fruits et légumes, je ne mange plus de fibres. On a tous besoin de fibres, même quand on a une diarrhée, et on va le voir aussi. Donc tout ça, ça rentre dans l'équilibre alimentaire, et il faut avoir dans ces repas des fibres. Et après, ça va être le nombre de repas. Ça va être l'hydratation, ça je vous ai dit que c'était important. La preuve c'est qu'aussi pour les personnes qui sont hospitalisées, la première chose quand on n'a pas faim ou n'importe, on va vous mettre une perfusion, on va vous hydrater parce que c'est autant on peut peut-être vivre sans manger et encore
la question se pose, mais en tous les cas, on ne peut pas vivre sans être hydraté. Donc ça, c'est vraiment important. Le temps des repas va être aussi important, mais qu'on soit malade ou pas malade. Hein, la maladie ne fait pas qu'il faut prendre le temps, c'est tout le monde. On devrait tous prendre le temps de manger. Et puis, l'environnement du repas a aussi beaucoup d'importance. Et vous allez voir que je vais vous montrer que quand on a la maladie, quand on a le cancer, on est souvent exclu de la cuisine et on va après en reparler. Là, c'est en général sur une alimentation équilibrée. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de mastiquer. Si on ne mastique pas, eh ben, du coup, on ne va pas utiliser les aliments non plus de la même façon. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir mastiquer. Alors, on verra aussi que dans certains cancers, notamment tous les cancers de la voie, de la sphère ORL, c'est compliqué de pouvoir mastiquer, mais du coup, on va adapter les textures. Donc ça aussi, ça va être pris en compte. Donc, comment composer un repas équilibré ? Eh ben, dans l'idéal, c'est de retrouver un aliment de chaque couleur. Vous voyez que j'ai repris les couleurs de tout à l'heure. C'est de retrouver un aliment de chaque couleur à chaque repas. Et alors après, on va voir, ça peut être cru ou cuit, par exemple, sur les crudités ou sur les légumes. Les matières grasses, il en faut. Et on verra aussi plutôt des matières grasses crues que cuites, mais c'est ce qui va être notre réserve énergétique. Et quand on n'a pas beaucoup d'appétit, des fois, il faut concentrer, et ça, on va le voir. Et puis, les produits laitiers et le dessert. Et vous allez me dire, je vous ai pas mis sur cette diapo, je vous ai pas mis de pâtisserie, mais par exemple, on peut très bien supprimer le yaourt et le dessert et mettre une pâtisserie, et ça reste toujours dans l'équilibre alimentaire. D'accord ? Donc voilà, un peu la base. Alors, on pourra en parler pendant des heures. Là, je suis obligée de faire un peu vite. Mais en tous les cas, dans l'idéal, c'est d'avoir un repas équilibré et après qu'on va adapter à la maladie cancéreuse. Donc, le sujet aujourd'hui, donc en cancérologie, donc actuellement, on a à peu près 38 à 40, la dernière étude a montré 38%, je pense qu'on est même beaucoup plus, des malades qui sont exclus de leur cuisine. Donc il y a différentes raisons. Il y a déjà la tumeur. Donc déjà, la maladie fait qu'il y a des modifications physiologiques. Donc là, on peut être exclu de la cuisine et ça va être compliqué, en tous les cas, de s'alimenter. Il y a le fait que les traitements vont faire qu'à un moment, il y a des effets secondaires. Donc là aussi, c'est de savoir les adapter à chaque moment. Donc tous ces effets secondaires peuvent être avec une perte d'appétit, avec des diminutions d'ingesta ou de prise alimentaire, avec des modifications de perception. Pour certains patients, de voir les aliments, ça peut déclencher derrière des nausées ou différents types d'effets secondaires. Et puis il y a aussi la modification de son comportement alimentaire qui était avant la maladie et maintenant. Et puis l'activité, donc ça vous en entendrez parler cet après-midi, mais c'est important. Du coup, on voit qu'un patient, même si il est un peu fatigué, le fait de pouvoir bouger, mais alors après, c'est pas d'aller faire du sport dans une salle, mais c'est aussi d'essayer du coup d'adapter ce qu'on appelle l'activité physique. Nous, des patients, c'est aussi, on a des coachs sportifs, des APA, et du coup, ils peuvent venir en lit et faire des exercices de renforcement, des choses, mais du coup, on va utiliser aussi, et ça peut stimuler l'appétit. Et puis l'isolement alimentaire ou l'isolement social fait aussi qu'il y a plein de choses ça entre en compte, en tous les cas, dans cette exclusion de la cuisine. Et donc, du coup, si on ne mange pas, ou si on mange moins, du coup, ça va provoquer des modifications dans le métabolisme. Et donc, du coup, toute mon histoire au départ de rôle plastique ou énergétique ou hydrique. Et ça, si on perturbe ces éléments-là, et du coup, on peut ou perdre du poids ou en prendre. Donc, pendant les traitements, on va avoir ça, on le sait aujourd'hui, une cellule, elle est malade. On va la détruire, on va en refabriquer. Pour refabriquer des cellules, ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de protéines. Il y en a certains qui ont dû entendre parler que c'était important de manger de la protéine parce qu'une cellule donne 2 cellules donnent 4 cellules, et pour refabriquer ces cellules, il faut de la protéine. Mais
je ne peux pas apporter que de la protéine, parce que si j'apporte que de la protéine, souvenez-vous au départ, il y a un certain pourcentage que mon corps il est capable d'assimiler. Si je mets que de la protéine, je vais faire maigrir les patients. Donc il faut de la protéine et derrière aussi apporter de l'énergie. Donc tout ça, il va falloir que ce soit la chirurgie, les traitements de chimiothérapie ou la radiothérapie, on va détruire des cellules, on va supprimer des cellules et il va y avoir des besoins de cicatrisation ou des besoins pour refabriquer ces cellules. Et puis c'est souvent là où on a des diminutions de nos apports, alors qui peuvent être, il y a plein de facteurs qui font qu'on peut être fatigué, on peut avoir des nausées, on peut vomir, on peut avoir des troubles du transit qui peuvent être soit des diarrhées, soit de la constipation. Tout ça, ça va avoir un impact sur la prise alimentaire. Et c'est au moment où on est en train de vous dire il faut manger plus, alors que c'est dans ces situations-là où c'est un peu plus compliqué. Donc, on va voir que l'objectif, c'est d'adapter à chaque étape de votre parcours comment on peut couvrir les besoins énergétiques. Et puis, dans certains cas, il y a aussi après les traitements, alors pour certaines personnes, notamment sur le cancer du sein, où on vous dit... Au départ, les traitements sont un peu compliqués et donc du coup, vous avez ces effets secondaires et vous mangez moins et on va vous parler de protéines et de calories. Et puis, après, vous allez avoir des traitements hormonaux avec des hormones et là, vous allez reprendre du poids. Et là, à ce moment-là, il y a l'augmentation des apports et qui peuvent aussi, qu'on peut contrôler, qu'on peut voir ensemble. Et donc, du coup, cette augmentation des apports et cette prise de poids va être en lien avec le stress ou avec les effets secondaires des traitements. Donc, à chaque étape du parcours de soins, il va falloir réajuster et réadapter de façon à couvrir les besoins et en fonction de la situation et au moment où vous vous trouvez. Donc, l'objectif, c'est qu'il faut intégrer la nutrition au programme, au projet thérapeutique. Si on vous fait de la chimiothérapie, si on vous fait une chirurgie, si on vous fait une radiothérapie et qu'on n'adapte pas l'alimentation, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais en tous les cas, c'est important de l'intégrer au projet thérapeutique. Il faut exiger une prise en charge pluridisciplinaire. Ce n'est pas en tant que diététicien seul ou les médecins seuls. Ou les APA, ou en tous les cas, on travaille tous ensemble autour du patient et il va falloir l'accompagner et accompagner notamment la nutrition s'il y a une perte de poids, s'il y a des difficultés à s'alimenter ou s'il y a une prise de poids avant ou pendant ou même après le traitement. Donc l'alimentation, on considère que c'est un soin à part entière, ça fait partie. Et d'ailleurs, nos médecins disent bien qu'il y a quelques années, on avance maintenant dans les traitements, on soigne les patients et qu'il y avait des patients qui étaient en rémission, qui étaient soignés, mais qui malheureusement décédaient parce qu'ils étaient dénutris ou ils n'étaient pas alimentés correctement. Donc c'est un peu dommage quand même d'avoir des traitements et de se dire qu'à cause de l'alimentation, des fois on peut avoir des effets un peu délétères. Donc c'est pour ça que c'est très important d'intégrer en tous les cas et de considérer que l'alimentation c'est vraiment un soin à part entière. Alors en pratique, il faut pouvoir, je vous disais tout à l'heure, intervenir avant, pendant et après le cancer. Donc avoir un bon état nutritionnel, ça, je l'ai dit et je le redis et peut-être encore, qu'il faut modifier son alimentation quand on a des effets secondaires. Donc là aussi, il faut pouvoir entendre qu'à un moment, je ne remange pas de la même façon que ce que j'avais comme habitude avant la maladie. Mais du coup, l'objectif derrière, c'est de pouvoir couvrir les besoins protéino-énergétiques et de ne pas se dénutrir. Parce que du coup, si on a une alimentation qui est trop restrictive ou si on ne prend pas en compte ces modifications alimentaires, elle peut être pourvoyeuse de dénutrition. Et la dénutrition, je vous ai dit que c'était quand même délétère par rapport à ça. Alors, en pratique, s'il n'y a pas de dénutrition, nous, on essaye au sein du CHU, en systématique, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des loupés, mais en tous les cas, on essaye en systématique, au début de traitement, de faire un bilan énergétique, toujours, un bilan nutritionnel.
C'est toujours plus facile de parler de ce qu'on mangeait avant de démarrer les traitements que de parler, de dire ce qu'on mange quand on est un petit peu dans le dur. Donc là, vraiment, s'il n'y a pas de dénutrition, si tout va bien, on va donner des conseils alimentaires adaptés au patient et on va voir comment il peut continuer à maintenir ses apports. On va surveiller sa prise alimentaire. Alors je vous ai mis, nous on a une petite réglette, mais on n'est pas obligé d'avoir cette réglette. Il suffit juste de demander avant la maladie, sur une échelle de 10, c'était 10 sur 10, c'était ce que vous avez, vos habitudes alimentaires, parce qu'il faut toujours les personnaliser. C'était vos habitudes. Et maintenant, vous vous trouvez à quel niveau? Est-ce que vous en mangez un quart en moins, la moitié moins? Voilà, et ça va nous permettre aussi de pouvoir apporter des modifications en sachant qu'à partir du moment où on mange déjà un quart moins de ce qu'on a l'habitude de manger ou modifier nos habitudes, il y a un risque derrière de dénutrition ou en tous les cas de modification métabolique. Et puis, voilà, nous, on a une petite plaquette, mais peu importe, il y a plein d'autres outils. Comment gérer mon alimentation pendant mes traitements et de s'alerter si ça a un impact sur la prise alimentaire. À partir de là, s'il y a des modifications ou si déjà c'est compliqué de s'alimenter, et on va avoir des étapes. Et là, je vais rentrer dans un sujet qui des fois peut fâcher, mais en tous les cas, on a des conseils nutritionnels et il ne faut pas brûler les étapes. C'est surtout ça qui est important. Dans la première chose, c'est selon l'état clinique de notre patient, c'est de donner des conseils alimentaires qui vont être, si vous mangez moins, mais le fait de fractionner, on oublie toujours mon histoire de rythme des repas, mais on va mettre des collations, et puis on va enrichir. On a la chance en France d'avoir plein d'aliments, plein de sortes d'aliments avec des valeurs énergétiques qui sont différentes. Et ben, on va cibler, par exemple, si on a moins d'appétit, si on a des nausées, de mettre des aliments qui vont avoir une valeur, par exemple, énergétique un peu plus importante ou protidique parce que vous mangez moins de protéines. Enfin, on va déterminer ensemble vos manques et comment on peut les rajouter. Donc ça, c'est ce qui va être ce qu'on appelle les conseils diététiques et d'enrichissement. Si ça ne suffit pas, c'est à partir de là qu'on va commencer à s'interroger, est-ce qu'on met des compléments alimentaires? Et les compléments alimentaires, c'est ce que ça veut dire, ça complète l'alimentation, mais ça ne remplace pas l'alimentation. Et ces compléments alimentaires, on va cibler ensemble, est-ce qu'on a besoin de protéines, est-ce qu'on a besoin de calories, est-ce qu'on a besoin des deux? Il y a plus de 150 références actuellement sur le marché. Et il faut pouvoir adapter le complément qui correspond à votre situation à l'instant T où on met les compléments. Donc surtout, si vous avez des ordonnances où il y a écrit dessus, parce que si vous êtes en traitement, je prends l'exemple, vous avez une angine, vous allez chez le médecin traitant et qui vous dit « Oh là là, vous êtes en plein traitement, vous avez l'angine, vous ne mangez plus, complément alimentaire, ordonnance, complément alimentaire. » Et là, les pharmaciens s'engouffrent dans la distribution et vont donner pas forcément le complément qui va être adapté à votre situation. Donc quand il y a un complément alimentaire, toujours savoir quel complément j'ai besoin. Et il y a toute une façon aussi de les prendre. Et si on n'arrive pas à couvrir ces besoins, on parlera de nutrition artificielle. À un moment, on pourra parler de nutrition artificielle. Et là aussi, on adaptera la nutrition si on a besoin d'une nutrition entérale ou d'une nutrition parentérale. Entérale, c'est par une petite sonde nasogastrique et parentérale, c'est par la voie veineuse. Mais là aussi, ça s'accompagne et on ne décide pas comme ça, on ne brûle pas les étapes. En tous les cas, l'objectif, c'est de pouvoir couvrir les besoins énergétiques et protéines sans aller sur les autres phases. Alors, dans les conseils d'enrichissement, l'objectif, c'est de stimuler l'alimentation orale. Hein. On a un tube digestif, l'objectif, c'est de s'en servir, et c'est de s'en servir jusqu'à la fin des traitements. Donc, pour stimuler, il y a plein de façons. Hein. C'est de fractionner l'alimentation, c'est de supprimer, par exemple, pour certains patients, les mauvaises odeurs, hein, des aliments à goût fort. Ça peut, en tous les cas, pour certains patients, être compliqué. Donc, dans ces cas-là, on va essayer d'éliminer ces aliments qui peuvent avoir des odeurs, enrichir. Donc, par exemple, dans l'enrichissement, vous prenez entre un yaourt et un riz au lait. Si vous aimez le riz au lait ou la semoule au lait et que je veux des calories, sous le même volume, je vois qu'il y en a qui ça fait sourire, mais en tous les cas, nous on aime bien et c'est quelque chose qui est beaucoup plus énergétique et on va avoir les glucides complexes, des protéines, des lipides, on va avoir tout sous un faible volume. Donc voilà.
c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tous les cas, il y a plein de façons de voir comment je peux augmenter ces apports et enrichir. On va diminuer le jeûne nocturne. Il faut savoir que tout à l'heure, je vous disais, un portable, quand il ne fonctionne plus, quand il est déchargé, on recharge, on le branche. Vous, votre corps, c'est exactement pareil. Et on sait que du coup, la période de jeûne, si elle est beaucoup trop longue, pour certains patients, ça peut être délétère. Donc, on va essayer de rediminuer et on va mettre peut-être une prise alimentaire vers 21h, 22h pour réduire ce jeûne nocturne. Et puis, on va adapter aussi les prises alimentaires avec des repas avec soit de l'aide, parce que là aussi, pour certains patients, ça peut être compliqué. Et donc voilà, si on peut l'aider à manger, couper ses préparations, l'environnement dans lequel il va prendre ses repas, voilà, tout ça et la texture. On peut mixer de temps en temps ou donner un petit coup de hachoir, ça peut être aussi très bon. Donc fractionner, je vous ai dit, les petites astuces, éviter aussi de commencer un repas avec par exemple une salade ou un potage, où c'est quelque chose qui peut remplir l'estomac, mais du coup qui au niveau énergétique ne va rien. Alors je vous dis pas qu'il faut pas en manger, mais en tous les cas pour des patients pour qui ça va être compliqué, s'il faut fractionner l'alimentation, s'il faut faire des plus petits volumes, c'est des aliments qu'on va moins conseillé parce que du coup au niveau énergétique on a moins de choses. Alors oui, on va avoir les vitamines, mais c'est mes aliments, ça va m'apporter ce qui est non énergétique, et en tous les cas voilà, ça peut couper l'appétit et après ça va être difficile de manger autre chose. Et puis l'objectif aussi, c'est de boire. Tout à l'heure, je vous disais, c'était de vous hydrater, mais c'est important de boire plutôt en dehors des prises alimentaires, parce que là aussi, on va remplir l'estomac beaucoup plus rapidement en buvant. Ou alors, on verra que si on a besoin de boire et s'il n'y a plus que les liquides qui passent, c'est là qu'interviendront mes compléments et je vous dirai tout à l'heure lesquels. Donc l'enrichissement, on peut rajouter... Alors, si je veux des calories, on va rajouter des matières grasses plutôt crues que cuites, parce que les graisses cuites, c'est peu digeste. Donc si déjà si on n'a pas d'appétit, l'objectif, c'est pas d'aller manger des choses qui vont pas être bien ou facilement digérées. Donc voilà, il y a plein de sortes d'augmenter les matières grasses. Ça peut être rajouter de la crème fraîche, un peu de mayonnaise, ça peut être de mettre du lait entier plutôt que du lait écrémé, enfin en tous les cas écrémé, surtout pas. Même quand on est en surpoids, le lait écrémé, ça sert à rien parce que c'est comme si vous enleviez toute l'eau de votre lait, et sur les straits secs, vous avez peu de différence entre un lait par exemple écrémé et un lait demi-écrémé. Donc il vaut mieux quand même garder demi-écrémé. Et puis on peut passer sur du lait entier, et avec un même volume, on aura un peu plus de calories. Ajouter des protéines. Les protéines, on peut rajouter des protéines animales ou végétales. Voilà. Et puis on peut rajouter des produits sucrés. Manger un yaourt nature, il vaut mieux peut-être rajouter un petit peu de sucre, rajouter du miel, rajouter des fruits, rajouter une cuillère de compote. Toujours pareil, je n'augmente pas mon volume, mais j'augmente ma densité énergétique. Et puis faire des collations, et des collations plusieurs fois par jour si c'est compliqué de manger un vrai repas. Donc là, vous voyez que je vous parle quand même d'équilibre alimentaire, de rythme alimentaire, mais différent avec des collations. Donc nous, on a fait un petit sujet. Alors, les protéines, pourquoi les protéines, c'est aussi important. La cellule cancéreuse, quand on va la détruire, quand on n'a pas de maladie, nos besoins sont à peu près entre 0,8 et 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour. Avec la maladie cancéreuse, nos besoins sont entre 1,2 à 1,5, c'est-à-dire quasiment presque le double de nos apports, et c'est là que c'est difficile de manger, parce que notre corps est en hypercatabolisme et il faut augmenter. Donc nous, au sein du CHU, on a fait un petit flyer. Il y en a peut-être ici, j'ai vu qu'il y avait des patients qui l'ont eu. En tous les cas, on a fait... Alors,
L'objectif, c'est pas d'aller de faire calculer, il faut des outils et des choses simples. Donc on a fait avec un petit système de smiley. Un petit smiley, c'est 5 grammes. Nous, notre rôle en tant que diététicien, c'est d'aller vous calculer combien vous avez de petits smileys, et c'est ce vers quoi il faut tendre. Et ça vous permet comme ça d'aller piocher dans les protéines végétales, dans les protéines animales et dans les protéines... voilà. On a fait ce genre de petites choses qui est un outil, mais parmi d'autres, il y a plein d'autres choses. Et puis, juste pour vous montrer aussi que pour avoir 20 grammes de protéines, donc entre les protéines animales ou les protéines végétales, vous voyez qu'entre manger 2 œufs, 2 gros œufs, ou si on mange des lentilles, les lentilles, il faut manger 200, pour avoir l'équivalent en protéines, il faut manger 260 grammes, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une grosse assiette de lentilles. Alors, c'est très sain, les lentilles sont... Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de lentilles, mais quand on n'a pas faim ou quand c'est compliqué, allez manger une assiette de lentilles. Donc il faut toujours penser avec quoi je vais faire des équivalences. C'est aussi manger 4 yaourts par jour et 20 grammes. Mais 20 grammes, vous êtes loin de vos besoins en protéines sur la journée. Donc quand tout à l'heure je vous disais c'est de réadapter, c'est voir à l'instant T où vous en êtes dans vos apports alimentaires et comment on peut vous aider et par quoi on va faire ces équivalences protidiques ou énergétiques. Donc, on pourra en parler pendant des heures, je ne peux pas, mais après, je répondrai à vos questions s'il y en a qui ont des questions. Mais en tous les cas, pensez bien que ce n'est pas parce qu'à un moment, on vous dit il faut manger de telle façon qu'à un autre moment, on ne modifiera pas. On va le réadapter à votre situation au moment où vous en êtes. Et en tous les cas, l'objectif, ce n'est pas de perdre de poids. C'est le poids qui est notre référent. Alors, les compléments, ça c'était mon enrichissement. Les compléments nutritionnels oraux, c'est si on n'y arrive pas avec l'alimentation, on va essayer de compléter. Par contre, il faut toujours savoir quel produit je vais prendre et quels sont mes besoins. Donc là, il faut savoir ce qui vous manque et puis savoir aussi s'il y a des effets secondaires parce que si vous êtes nauséeux ou si vous vomissez, j'aurais beau dire il faut prendre tel complément, ça va être un peu compliqué. Donc il faut faire attention dans les compléments nutritionnels à la densité énergétique. Donc vous avez des compléments qui sont un peu plus concentrés que d'autres et puis le volume que vous voulez. Donc moi, j'ai pas d'action. Il y a 4 laboratoires, j'ai pas d'action chez aucun. Enfin, sur les 4 laboratoires, la seule chose, c'est d'essayer de trouver celui qui convient le mieux aux patients et la texture aussi. On peut avoir des crèmes, on peut avoir plein de sortes de compléments. Et le complément, c'est pas forcément le prendre comme ça. Quand on vous prescrit un complément, c'est de savoir comment je peux l'utiliser. Donc là aussi, on a fait des recettes d'utilisation de compléments, comment on peut utiliser un complément nutritionnel dans différentes préparations. Et notamment, il y en a un qui a un petit volume, qui est en 125 minutes. C'est vraiment le tout petit yop, comme le petit yop, vous imaginez. Et il est au goût neutre. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de goût et vous pouvez le rajouter aussi bien dans le potage, vous pouvez le rajouter dans votre purée, faire la purée avec, et là aussi vous allez augmenter l'apport énergétique et l'apport protidique sans augmenter le volume de votre préparation. Et si aujourd'hui vous me dites, par exemple, vous pouvez le mettre dans le café, vous pouvez le mettre, si vous me dites j'ai envie d'un mojito, par exemple, on a les sirops monins qui ont la saveur mojito, vous mettez dans votre complément et vous avez l'impression de boire un mojito. Donc il y a différentes façons de l'utiliser et pas forcément tel quel. Les tout petits en plus, nous en 125, quand on n'a pas trop faim, si on met un petit jus de citron dedans, on peut refaire une crème. Donc un jour on peut le boire et puis le lendemain on peut aussi le manger sous forme de crème. Il peut être mis au congélateur et on peut le manger, faire des petites billes de glace tout au long de la journée. On peut aussi le prendre. Donc voilà, un complément, ça va complémenter l'alimentation, mais du coup, c'est aussi la façon dont on va l'utiliser et comment on va pouvoir le consommer. Si on vous prescrit un complément et puis que vous avez le gros pot qui n'est pas du tout adapté, vous n'allez pas le prendre, vous allez me dire que c'est pas bon. Et souvent, c'est pour ça qu'on ne veut pas brûler les étapes et que les compléments nutritionnels, c'est vraiment mis à un moment donné, mais ce n'est pas mis en première intention quand on commence à avoir des effets secondaires avec les traitements. Et si, avec tout ça, on n'y arrive pas,
de temps en temps, on est amené à mettre une nutrition artificielle. Alors, il faut considérer que la nutrition, il faut vraiment que ça soit... J'ai mis communication positive. En tous les cas, il ne faut pas que ça soit pris comme une punition, et il faut que ça soit aussi accompagné. C'est-à-dire que si on est amené à un moment donné à vous dire on ne peut pas continuer parce que les traitements, vous n'allez pas répondre parce que vous ne couvrez pas vos besoins, on met une nutrition artificielle, et cette nutrition artificielle, il faut vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de voir, est-ce que j'utilise le tube digestif ou est-ce que j'utilise la voie veineuse si je ne peux pas utiliser la voie digestive. Et là aussi, ça s'accompagne, on ne la met pas dans la précipitation, il faut expliquer aux patients pourquoi on met une nutrition et comment on va la mettre et quel va être le principe. Et ce n'est pas parce que vous avez une nutrition artificielle que vous ne pouvez pas rentrer au domicile et que vous ne pouvez pas être à la maison. On met en place avec un prestataire. Donc vous voyez qu'il y a différentes étapes pour vous aider dans les traitements à ne pas perdre de poids et à avoir un bon état nutritionnel. Alors, en cas de nausée, s'il y en a qui ont des nausées, parce que ça c'est souvent ce qui vient, voilà, il faut vraiment respecter les traitements anti-nauséeux, parce que souvent les patients ne veulent pas prendre les médicaments, disent non, ça va aller, ça va le faire. La première chose, c'est prendre les traitements anti-nauséeux. Nous, on ne pourra rien faire en tant que diététicien si les traitements ne sont pas pris comme on vous le dit. On va fractionner l'alimentation, boire des petites quantités, des toutes petites quantités par jour. Et c'est là que mes compléments nutritionnels peuvent être intéressants. C'est-à-dire que souvent, les patients, quand ils sont nauséeux, ils nous disent je bois. Plutôt que de boire de l'eau pure, on a dans les compléments, il y en a un qui fait comme un petit sirop. Et on va le mettre dans l'eau, dans de l'eau gazeuse. On va le mettre dans un jus de fruits. On peut le mettre dans l'eau pure. Et du coup, au lieu de boire de l'eau qui vous rapporte pas d'énergie, on va du coup vous apporter l'énergie et les protéines avec le complément. Et là aussi, dans les jus, il y a différentes sortes, et il y en a qui ont plus de protéines, d'autres moins de protéines. On ciblera ce qui vous manque à l'instant T. En tous les cas, voilà, boire lentement, des petites quantités, préférer des aliments cuits sans graisse, ça on l'a vu tout à l'heure, des aliments plutôt neutres, bruts. Éviter des longues périodes sans manger, mais ça on l'a vu, et faciliter la préparation des repas, des choses faciles, et d'enrichir les repas. Donc ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez manger sans vous forcer, et de voir ce qu'on peut mettre dedans. Et l'objectif, c'est pas vous dégoûter. Une petite astuce aussi, quand vous venez pour les patients qui viennent en chimiothérapie, la veille de vos traitements, et c'est éviter de manger ce que vous arrivez à manger correctement, parce que du coup, s'il y a des dégoûts ou s'il y a des données, ils vont se porter sur les derniers aliments consommés. Donc là aussi, c'est une petite astuce, mais qui peut aider le patient en tous les cas. Voilà. Si vous avez des troubles du goût, donc il va falloir modifier les modes de cuisson. Pas hésiter, éviter les fritures, éviter ou peut-être utiliser rôtissage, ou la qualité de l'huile aussi qu'on va utiliser, redonner des saveurs. Du coup, pour relever, on va utiliser les épices, on va utiliser des aromates, le miel, voilà, des aliments naturels, les fruits secs, pour certains des condiments. Il faut aller piocher en fonction de votre traitement, qu'il n'y ait pas de contre-indication, des petites choses qui peuvent vous redonner du goût. Et puis, si vous avez du goût métallique en bouche, parce que ça, il y a des traitements, il y a des chimiothérapies qui font qu'à un moment, le patient il nous dit moi j'ai un goût de fer et qu'ils ne veulent plus manger. Alors c'est vrai qu'on vous dit, même si ça n'a plus de goût, essayez de manger. C'est pas toujours facile. En tous les cas, dans les compléments nutritionnels, il y en a un, je ne vais pas le nommer, mais il y en a un qui a un goût neutre, et prendre 1 ou 2 cuillères à café avant le repas, ça va neutraliser ce goût de fer, et ça peut stimuler l'appétit aussi. Et on en a fait l'essai parce qu'on a mangé, pour se rendre compte de ce qu'a donné, on a fait des gâteaux au Sichuan avec un goût ferreux, très très ferreux, et on a pris 1 ou 2 cuillères du complément avant, et ce goût, on ne l'a pas retrouvé. Donc voilà, et les patients le décrivent bien et disent que du coup, c'est vrai que ça restimule l'appétit. Donc voilà, les troubles du goût, essayez de voir
quels sont les troubles et comment on peut y remédier. Et je pars du principe que de toute façon, il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution. Donc ça, globalement, tout au cours des traitements. Et puis, derrière, il y a tout ce qui est les croyances alimentaires. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser, mais je ne peux pas ne pas vous en parler. Je pense qu'il y aura probablement des questions. En tous les cas, il faut pouvoir répondre par rapport à ces croyances. Et notamment, il y en a un on entend souvent parler, c'est le jeûne alimentaire. Alors, il y a tellement de choses qui sont dites par rapport à ça. Il faut penser, moi je vous ai montré tout à l'heure que notre corps il avait besoin de fonctionner, il avait besoin d'énergie et qu'on met nos cellules en difficulté en faisant, quand on fait ce jeûne alimentaire. En tous les cas, il est important de se dire que si je fais un jeûne de plus de 24 heures, je vais piocher dans mes réserves de glucose et donc du coup je vais l'épuiser, je vais épuiser mon corps et je vais épuiser toutes les autres cellules. Alors peut-être les cellules cancéreuses, et c'est ce qui est recherché généralement quand on fait un jeûne alimentaire. Mais il faut penser que derrière, vous mettez aussi en difficulté vos autres cellules et vos autres organes, et notamment le cœur, les reins. Et du coup, le corps, il va les pomper dans ses réserves des graisses et dans les muscles. Et c'est là que ça peut mettre en difficulté. En tous les cas, si vous souhaitez faire un jeûne, on ne peut pas ne pas y remédier, mais en tous les cas, on essaiera de l'accompagner et de voir quel type de jeûne peut être fait. Et il peut, dans certains cas, être potentiellement irréversible par rapport à la dénutrition. Et c'est beaucoup plus délétère, la dénutrition. Et donc, du coup, les traitements, je vous disais au début, ne fonctionneront peut-être pas aussi bien si vous êtes dénutri. Et en tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'étude qui a montré des effets bénéfiques pendant les traitements, en tous les cas, les traitements de la maladie cancéreuse, même s'il y a des choses qui sont dites, même si sur les réseaux sociaux ou grand public, vous pouvez en entendre parler. En tous les cas, ça peut-être, mais ça n'a pas montré que le jeûne allait soigner le cancer. Et puis, l'autre chose dans les croyances, c'est tout ce qui est les régimes restrictifs, tout ce qui est des alimentations sans. Alors, ça va du sans sucre, sans graisse, sans sel, sans gluten. Bon, je peux vous en énumérer plein. L'objectif, c'est pas ça aujourd'hui, mais en tous les cas, tout ce qui est sans, il faut toujours savoir pourquoi on fait du sans. Et si on élimine une catégorie d'aliments, je déséquilibre mes apports énergétiques et il faut bien connaître par quoi je peux le remplacer. Donc si, à partir du moment où je commence à éliminer une famille d'aliments, pourquoi pas, mais il faut qu'on sache ce qu'elle apporte. Est-ce qu'elle apporte des protéines? Est-ce qu'elle apporte des lipides? Est-ce qu'elle apporte des glucides? Et par quoi je vais le remplacer pour pouvoir couvrir ses besoins. Donc attention au régime miracle sur Internet. Il faut avoir un esprit critique. Il faut pouvoir faire la part des choses et avoir du recul par rapport à tout ce qu'on peut lire ou entendre ou dire c'est la solution miracle. Si c'était vraiment la solution miracle, au jour d'aujourd'hui, on n'aurait plus de patients avec une pathologie. Donc voilà, faire bien attention et de discuter avec notre patient l'intérêt de ce régime restrictif, pourquoi il le met et comment on peut l'accompagner. J'ai dans ma patientèle des patients qui sont avec des régimes cétogènes, avec différents types de régimes. Mais en tous les cas, on accompagne de façon... Moi, mon objectif, c'est de couvrir ses besoins énergétiques et protidiques pendant les traitements et de voir avec son alimentation différente comment on peut ne pas le dénutrir et ne pas arriver sur une situation dramatique. Donc, en conclusion, et on va pouvoir après discuter, dans la maladie cancéreuse, un accompagnement nutritionnel est vraiment nécessaire pour proposer une alimentation qui va être adaptée à chaque patient, à chaque situation. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas une pathologie et on fait pour tout le monde pareil. C'est le patient et un individu unique et qu'on va accompagner et individualiser. Donc un régime,
c'est une restriction alimentaire. Donc nous, normalement, on ne parle plus de régime nutritionnel, on parle d'adaptation nutritionnelle, et qu'une restriction alimentaire, c'est un risque de dénutrition, et que la dénutrition, c'est un facteur de pronostic majeur. Et on voit bien que c'est notre quotidien. En tous les cas, merci de votre attention, et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir maintenant échanger autour ou même des questions que je n'ai pas abordées au niveau alimentaire. Il y a tellement de choses, on peut en parler toute la journée. Voilà, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous passe le micro. Et n'hésitez pas, même s'il y a des choses que j'ai dit, que j'ai vu qu'il y avait des réactions, des choses, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Moi, l'objectif, c'est de pouvoir partager, échanger. Il ne faut pas hésiter. Oui, bonjour. Moi, ce qui relève mon attention, c'est l'aspect protéines. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire la moyenne, en fait, entre ce qu'on nous dit concernant la viande, tout ce qui est viande, gras, charcuterie, etc., que j'adore, hein. Voilà. Et le besoin de protéines accru du fait d'avoir eu un traitement ou quelque chose comme ça, et le bon fonctionnement, le bon équilibre avec cette histoire de protéines qu'il faudrait manger beaucoup. Alors moi, ça me va, hein, l'idée de manger beaucoup de protéines, et j'ai peur du trop. Alors après, il faut pouvoir déjà manger. L'objectif, et c'est de savoir, vous, si j'entends bien, c'est la viande. Après, il y a des personnes qui vont dire, moi, c'est plus le fromage. Il y a des personnes qui vont me dire, mais moi, c'est plus les légumineuses, hein, les protéines végétales. Après, c'est de l'adapter en fonction de ce que vous pouvez. Mais si vous avez un équilibre alimentaire, si vous mangez une source de viande ou de poisson ou des œufs et une portion de fromage ou produits laitiers, enfin, en tous les cas, il faut 2 sources de protéines par repas, par prise alimentaire. Et après, vous allez l'adapter dans vos quantités. Mais là aussi, c'est ce qui est un peu difficile. En tous les cas, il faut se dire, à chaque fois que je mange, il faut que j'ai une source de protéines, voire 2 sur les plus gros repas, si je fais un repas complet. Et puis après, c'est de savoir mes protéines, avec quoi je les apporte. Est-ce que je les apporte avec la viande, le poisson, les œufs, la charcuterie, ou est-ce que j'apporte avec du fromage, ou est-ce que je l'apporte avec des produits laitiers, ou est-ce que je l'apporte avec des légumineuses. Voilà. Donc ça, après, c'est très variable. Même il y a des gens qui mangent des légumineuses tous les jours. Donc leur source de protéines, c'est à chaque repas une source de légumineuses. Il y a des gens qui en mangent moins. Mais dans l'équilibre alimentaire, on dit qu'il faut manger de tout. Et qu'il n'y a aucun aliment bon, aucun aliment mauvais. C'est une histoire de quantité. Est-ce qu'on peut manger trop de protéines ? Alors, trop de protéines, si vous mangez trop de protéines mais qu'à côté il n'y a pas de calories, vous allez maigrir. Donc il ne faut pas non plus se prendre... Il faut pas... Alors là aussi, je n'ai pas abordé sur la notion... Tout à l'heure, on a parlé sur la prise de poids. Oui, on n'a pas abordé. En tous les cas, c'est vrai que j'aurais pu mettre une diapositive, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la stabilisation du poids pendant les traitements de la maladie cancéreuse. En tous les cas, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va entreprendre de faire un régime ou de perdre du poids. Vous avez compris que mon objectif, c'est de ne pas se dénutrir. Donc là, nous, la perte de poids, quand il y a un patient qui me dit « Ah, mais c'est pas très grave », je peux vous donner un exemple. J'ai vu hier un patient chez qui on vient de découvrir une tumeur un peu agressive, qui avait déjà entrepris une démarche de perte de poids dans un cadre d'obésité morbide, donc du coup, qui a déjà perdu 50 kilos avec son obésité. Et là, il est actuellement à 104 kilos, mais il a perdu 15 kilos là en 3 semaines. Pour nous, ça, c'est trop rapide. Et l'objectif, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, et c'est toute la difficulté pour nous, les patients qui sont en surpoids ou obèses, c'est qu'on a tendance à dire « Oh oui, mais c'est pas grave, je vais perdre un petit peu de poids ». Non. Ça, on s'en fiche. On préfère, nous, les patients qui ont un peu de rondeur, hein, qui ont un peu de poids, qui ont une marge, parce que l'objectif, c'est de ne pas se dénutrir. Et nous, c'est beaucoup plus compliqué chez des patients qui sont maigres. Donc, pour répondre à votre question, continuez,
voilà, il vous faut des protéines à chaque repas et voir vous sous quelle façon vous la mangez. Bien sûr, l'objectif, c'est pas non plus d'aller manger 3 parts de viande à chaque repas. Du saucisson à tous les repas. Ou saucisson à tous les repas, ou charcuterie à tous les repas. Équilibré, plus vous allez varier et diversifier votre alimentation, mieux ce sera. Bonjour. Bonjour. Comment peut-on reconnaître une personne qui est en dénutrition, justement? Est-ce que c'est seulement le poids ou il y a d'autres repères? Alors, pour nous, un patient qui est dénutri, on a des grades. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est mon métier, mais en tous les cas, un patient qui va se dénutrir, nous, on va surveiller son poids. S'il a perdu du poids, ça va être la durée. Est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est dans le temps? Et puis après, on peut avoir... pendant une période, on avait un marqueur qui était l'albumine, mais maintenant, ça ne nous suffit pas. Nous, c'est vraiment la durée, la notion de durée et de perte de poids et depuis quand vous avez perdu du poids ou pas. C'est pour ça qu'on essaye de voir nos patients dès le début, de façon déjà à connaître ses habitudes alimentaires et de savoir son parcours au niveau du poids. Mais après, c'est de se peser. Alors, pas se peser tous les jours, on est d'accord. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et si vous venez en traitement tous les 15 jours et que vous êtes pesé tous les 15 jours, ça suffit. Le tout, c'est que ça soit toujours dans les mêmes conditions. Si c'est le dimanche matin, quand vous vous levez, vous allez aux toilettes, avant de manger, vous vous pesez, il faut que ça soit dans cette condition-là. Évitez de se peser le soir. On peut avoir des variations de poids qui peuvent être de 2, voire des fois 3 kilos. Donc ça, on évite. Voilà. Et après, globalement, faut pas non plus que ça prenne la tête. En tous les cas, la dénutrition, c'est vraiment... Et puis alors après, le degré de dénutrition, ça va être aussi si vous mangez ou si vous ne mangez plus. Et tout à l'heure, ma petite échelle, si avant la maladie, vous étiez à 10 sur 10 et puis que là, vous êtes à 2 sur 10, là, vous commencez à entretenir... Ça peut être aussi, pour nous, un marqueur de dénutrition. D'accord. Alors là, je vais poser une question, mais hors alimentation. Est-ce que, par exemple, en faisant du sport, on peut justement renforcer, je dirais, une sorte de prise de poids ou pas? Alors, après, ça va être du muscle que vous allez prendre. Et là, c'est différent. Parce que, et c'est pour ça que dans nos interrogatoires, notre interrogatoire alimentaire, c'est pas un quart d'heure. C'est pour ça qu'il y a des diététiciens nutritionnistes. C'est de pouvoir, il nous faut du temps. Et dans l'interrogatoire, on va demander est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire ou actif? On va aussi poser sur le transit. Des questions, voilà, si vous allez à la selle régulièrement ou pas, est-ce que vous êtes plutôt sur le versant constipation ou diarrhée? Il y a plein de choses qui font que vous pouvez vous dénutrir ou pas vous dénutrir. Et à partir du moment où ça a un impact sur votre prise alimentaire, il faut se faire aider et de pouvoir voir. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une fixation, c'est-à-dire que voilà, vous avez un poids. Nous, pas de perte de poids, mais si vous en perdez 500 grammes parce que vous faisiez, par exemple, de l'activité sportive intense tous les jours et que vous en faites plus depuis que vous êtes en traitement, ça va moins nous alerter, on va moins s'inquiéter si vous continuez à manger correctement. Et puis un patient qui est très sportif et qui va maintenir, ou quelqu'un qui n'était pas sportif, mais du coup on va montrer, mais je ne vais pas empiéter sur l'intervention de cet après-midi, mais du coup si vous faites de l'activité, vous allez peut-être faire du muscle et du coup vous allez reprendre du poids et ça c'est pas grave. Allez-y. Ouais, puis il y a une question aussi derrière. Allez-y. Bah là, c'est juste une question sur le jeûne. Vous aviez dit au-delà de 24 heures. Ouais. Donc si par exemple c'est un jeûne intermittent, est-ce que ça peut être gênant ou pas? Ou est-ce que je fais un jeûne, on va dire, du matin jusqu'au lendemain matin, c'est-à-dire 24 heures? Est-ce que ça peut être gênant ou plutôt bénéfique? Alors là, c'est très personne dépendante. C'est-à-dire que en effet, en ce moment, on est en train de montrer que le jeûne intermittent, pourquoi pas, mais d'abord, ça doit s'accompagner. Et là aussi, c'est comme votre portable. Je prends toujours l'exemple du portable, mais dans la salle, si vous branchez tous votre portable, il y en a, vous allez le brancher à 100%, il y en a, ça va tenir pendant 3 jours, et puis il y a des personnes où ça va tenir pendant une demi-journée.
faut considérer que votre corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont tolérer un jeûne, mais en tous les cas, on sait qu'au-delà de 24 heures, ça devient délétère. On commence à mettre en souffrance nos autres organes, enfin tous nos organes vitaux. Mais après, c'est aussi de savoir comment vous le tolérez. Mais en tous les cas, on n'ira jamais au-delà de 24 heures et de voir comment vous pouvez supporter. Et ça s'accompagne aussi. C'est-à-dire que surtout, ne pas entreprendre s'il y a des personnes qui partent dans une démarche de faire un jeûne. Il faut se faire accompagner et il ne faut pas faire n'importe quoi, en tous les cas. Il y a une personne et puis après. Oui. Oui. Moi, j'ai un problème de mastication. Vous avez parlé de mastication tout à l'heure. Oui. J'ai 2 prothèses dentaires, mais ça me sert pratiquement à rien parce que celle du haut, ça va très bien, elle tient. L'autre, en fait, elle n'est tenue que d'un côté parce qu'on a dû m'arracher les dents de l'autre côté. Il y avait quelque chose derrière, etc. Ouais. Donc, j'ai un gros problème pour mastiquer. Comment est-ce que je peux faire ? Alors, je prends beaucoup de... C'est vrai que j'ai pas pu développer tous les cancers. En tous les cas, ça c'est un réel problème. C'est pour ça qu'avant de démarrer des traitements de chimiothérapie, vous avez tous un bilan au niveau cardiaque pour voir et les dents, au niveau dentaire, ça c'est très important. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment, c'est-à-dire que les personnes qui ont des appareils dentaires à un moment, et ça c'est vraiment un marqueur quand l'appareil dentaire ne tient plus, c'est qu'il y a à un moment donné une perte de poids et un début de dénutrition. C'est très compliqué de refaire des appareils dentaires. En tous les cas, ils ne sont pas refaits pendant les traitements. C'est très compliqué. Et c'est là qu'il faut adapter la texture. Donc après, sans tout mouliner et tout liquide, il va falloir adapter. Alors nous, dans un premier temps, on essaye de voir les aliments qui sont tendres. Dans ce qu'on a, donc ce qui va être tendre. Et puis si on n'y arrive pas, c'est de couper en petits morceaux. Et puis si là encore c'est compliqué, c'est de donner un petit coup d'hachoir. Et puis si vraiment compliqué, on va tout mixer. Et puis pour certains patients, il faut aussi qu'on liquéfie et qu'on fasse vraiment une texture liquide. D'accord. Je précise, je suis traitée moi par immunothérapie, donc j'ai pas de problème qu'on peut avoir. Alors après, c'est de voir avec les dentistes et de voir après c'est quoi le projet thérapeutique. Hein. Ça, après, chaque personne, nous, je vous disais que l'alimentation c'était un soin à part entière. Il intègre le projet thérapeutique de chaque individu et vous êtes dans la salle. Ceux qui sont traités, tous uniques, et vous avez tous vos particularités et vous avez tous vos traitements. Et même pour une même maladie, voilà. Y a pas, et c'est pour ça que tout ce qui peut être véhiculé sur les réseaux sociaux, tout ce qui peut être dit autour, faut faire attention parce que c'est des grandes lignes, comme moi aujourd'hui je vous donne, mais l'objectif c'est d'aller les personnaliser. D'accord. Et donc il n'y a pas d'inconvénient majeur parce que moi je mouline tout ou alors je prends que des choses molles ou alors que mis à part que ça me coupe un peu l'appétit à la fin, mais il n'y a pas d'inconvénient majeur à manger uniquement en prenant des choses tendres. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il faut, et c'est là qu'on peut aussi vous aider, ou en tous les cas, c'est de se dire, le temps de mastication, du coup, le fait que vous puissiez pas mastiquer, ça va demander plus de temps. L'objectif, c'est pas non plus que le repas il dure 2 heures, et donc c'est là qu'on va faire les équivalences et vous donner et d'optimiser sous un faible volume pour couvrir vos apports, mais la texture la texture adaptée, c'est très important. D'ailleurs, j'en ai pas parlé là, mais parce que c'était pas non plus l'objectif, mais on a une classification internationale qui vient de sortir. Des I, des DSI, et c'est des classifications en fonction des textures et des liquides, et comme ça on parle tous de la même chose. Avant, le mouliné c'est pas la même chose, le haché c'est pas la même chose, mais là voilà, ce sont des classifications. Donc non, il n'y a pas de risque du tout, au contraire. Il vaut même mieux que vous adaptiez votre texture pour couvrir vos apports, plutôt que de dire je peux pas manger parce que mon appareil, je peux pas mastiquer, et de ne pas manger, et là vous allez vous dénutrir. Il y a une question devant. Ouais. Tu veux que... Pas bouger, je suis au bout du fil. La dame. Merci. Bonjour. Okay. Bonjour.
on parle de l'alcool et le cancer. Oui. Est-ce qu'il y a des préconisations ou des non-préconisations? Alors, par rapport à l'alcool, là aussi, dans notre bilan nutritionnel, on va parler du tabac et de l'alcool. L'alcool, tout dépend d'où on part. C'est-à-dire que un patient, ben oui, mais ça pour nous c'est très important. C'est-à-dire qu'un patient qui boit avant la maladie 2 verres de vin à chaque repas, qui prend un apéritif ou une bière ou 2 bières tous les soirs, si à partir de là on lui dit maintenant il y a le cancer, c'est 0 alcool. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est comme un enfant quand il commence il ne peut pas et marcher, être propre et parler. C'est exactement pareil dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'on va cibler qu'est-ce qui est plus important pour mon patient par rapport à sa consommation d'alcool. Par contre, on sait que c'est délétère avec les traitements, que ça ne fait pas bon ménage. Donc, l'objectif, c'est 0 alcool pendant les traitements. Mais on a montré aussi que si c'est un petit verre de pétillant parce que c'est le mariage de la petite fille ou... si ça reste festif et occasionnel, bien sûr qu'on le laisse. Hein. Comme mon patient qui va boire ce que je vous ai énuméré au départ, un petit verre de vin au cours du repas, mais on essaiera de faire en sorte que ça soit au cours du repas, avec la prise alimentaire, et pas tout seul le verre de vin ou le verre d'alcool. Et puis il y a le degré d'alcool aussi, c'est-à-dire que si c'est des apéritifs très forts, on évitera. Voilà. Moi, j'ai entendu ou j'ai lu que dans un ouvrage spécialisé sur le cancer, qu'il valait mieux si on devait boire du vin rouge que du vin blanc. C'est pareil. C'est pareil, d'accord. En tous les cas, moi, sur ma partie nutritionnelle, sur l'apport calorique ou sur les effets, c'est pareil. Après, c'est... Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui peut m'aider dans la salle, mais c'est surtout les crampes, oui, mais il y a des patients qui n'ont jamais de crampes avec du vin blanc. Là aussi, c'est très... Après... On dit que les tanins du vin rouge sont voilà, bons du point de vue cardiovasculaire. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça va dépendre comment il fait le vin. Il y a vin et vin. Mais alors un bon vin, un petit verre de vin, de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal. Alors ce qui est important... La notion de plaisir, elle est très importante. Et mais si pour vous, pendant les traitements, c'est d'avoir un petit verre de vin de temps en temps, c'est ce qui vous fait plaisir et c'est ce qui va vous aider derrière les traitements et à manger, mais bien sûr qu'il faut le prendre. Enfin, il ne faut pas non plus tout. Et on va dire aussi d'éviter de le prendre le jour où vous venez faire la chimiothérapie. Voilà. Non, mais ça, c'est important aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des patients, ce qu'ils mangent, je vois nous, ceux qui sont en hôpital de jour ou en hôpital de semaine ou en hôpital complète, c'est que les aliments, pour certains, les aliments qu'ils mangent pendant leur traitement de chimiothérapie, du coup, ils vont avoir des dégoûts ou ils vont plus en manger parce que c'est le moment de l'hôpital ou c'est à ce moment-là. Donc là aussi... C'est pour ça que moi je dis à mes patients au départ, évitez de manger ou quand vous êtes en hôpital de jour, évitez ou mangez ce que vous aimez pas trop parce que gardez ce que vous aimez bien. Ça c'est vraiment important. La notion de plaisir, elle est très importante. En tous les cas, il y a des recommandations, mais on est d'accord qu'on les personnalise et on les adapte. On n'est pas, je suis pas avec la sonde dans le nez en systématique parce que mon patient il perd du poids et qu'il mange pas. L'objectif, c'est de voir comment je peux l'aider à ce qu'il mange. Et voilà. Il y avait un monsieur qui avait... Ah, d'accord. Bonjour, déjà merci pour ces informations données. Moi, j'ai aussi entendu parler du fait qu'il y ait des aliments qu'il faudrait privilégier car plus protecteurs et d'autres à vraiment réduire, notamment la charcuterie. Puisque les recommandations... c'est les recommandations du PNNS. Voilà, 150 grammes par semaine. Oui, alors... C'est ce que j'ai vu. Non, alors, ça, en effet, moi, je ne remets pas en cause les recommandations du programme... Alors, le PNNS, c'est le Programme national de nutrition et santé. C'est des recommandations. Au départ, je vous disais sur... voilà.
Et après... Et donc, effectivement, qu'il y aurait aussi des légumes ou des épices qu'il faudrait peut-être privilégier, qui apporteraient davantage de protection à nos cellules, comme tout ce qui est avec le chou, l'ail, le curcuma, le fruit du corosol, des choses comme ça. Et là qu'est-ce aussi, que vous en pensez? Alors, là aussi, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont montré que, en tous les cas, aucun aliment bon, aucun aliment mauvais. Donc ça va aussi des épices. C'est-à-dire que tout est bon. C'est une histoire de quantité. Et c'est aussi une histoire de si on peut en manger ou pas. De là à dire ça va être protecteur, si j'ai une alimentation variée, équilibrée et que je mange de tout, elle sera aussi protectrice. Et faire attention, surtout parce que je vous ai entendu parler de curcuma, et il y a certaines chimiothérapies où il y a des interactions médicamenteuses. Et donc notamment le pamplemousse, l'ail, le curcuma. Mais là aussi, ça dépend de votre traitement, de votre chimiothérapie. Pourquoi, si vous me dites que vous aimez l'ail ou le curcuma, que vous aimez bien ça et que vous en mangez, et que vous pouvez, pourquoi je vais l'interdire? Ça rejoint ma deuxième question, effectivement, sous hormonothérapie. Est-ce qu'il y a des aliments, effectivement, qu'il faut éviter? Mais ça dépend de votre hormone, enfin de l'hormonothérapie. Il y en a plein. Et là aussi. Donc, ce qu'il faut surtout, n'hésitez pas, poser la question à votre oncologue ou médecin référent. Et on a des pharmaciens. On a des pharmaciens pour ça qui vont sur les molécules voir s'il y a des interactions ou pas. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait la dame tout à l'heure par rapport aux protéines. Il me semble aussi avoir lu que si on mange trop de protéines, ça peut aussi jouer sur les reins en termes d'élimination. C'est-à-dire que trop de protéines peut engendrer un problème par ailleurs sur nos reins, quoi. Les protéines, alors j'en ai pas parlé, mais les protéines, le déchet des protéines, c'est l'urée, c'est nos reins. On élimine le surplus de protéines, tout ce qu'on a, ou les déchets de nos protéines, on va les éliminer par le rein. Notre rein, il est capable, c'est un filtre, il est capable de filtrer une certaine quantité. Mais là aussi, tout est une histoire de si on vous augmente l'apport en protéines, c'est parce que vous avez des cellules cancéreuses qu'on est en train de détruire et qu'on en fabrique des saines. Donc votre corps, il est ce qu'on appelle en hypercatabolisme, et donc il va avoir besoin de plus avec la maladie cancéreuse. Donc si vous avez un peu plus de protéines, ça va être utilisé, c'est-à-dire que là, vos reins, on ne va pas les fatiguer. Par contre, si vous ne mangez que de la protéine, et on l'a bien vu avec les fameux régimes, pourtant Dieu sait si on en a entendu parler de ce régime du camp, et c'était la solution miracle, c'est comme les diètes protéinées pour les grands sportifs. Si à côté, ils ne font pas du sport, qu'ils ne l'utilisent pas, et s'ils n'ont pas de calories, actuellement, il faut quand même savoir que aux urgences, on a énormément, et on en entend parler aussi, on a énormément de patients qui arrivent avec des insuffisances cardiaques et des insuffisances rénales suite à tout ce qui est avec des protéines beaucoup trop importantes. Moi, quand je vous dis qu'il faut des protéines, il faut des calories, et c'est aussi à juste titre. Et c'est pour ça qu'on a fait, nous, ce petit flyer, parce que pour montrer que à un moment, vous avez besoin de tant de protéines, et ça se calcule en fonction de votre poids. Donc là, on ne fait pas... Voilà. Il y avait un monsieur, il y avait une dame aussi. Ah, allez-y, il y avait le monsieur, il y a un moment qui... Après. Oui, bonjour. Bonjour. Ça rejoint un petit peu ce que disait madame. J'ai entendu parler du ginseng rouge. Du ginseng rouge, de l'if aussi. Ouais. Donc voilà, donc moi je suis végétarienne. Oui. Donc l'apport en protéines avec les fruits secs, les amandes, les noix, les œufs, des choses comme ça. Et par contre, j'avais une question par rapport aux produits laitiers. J'ai entendu, lu, voilà, comme tout le monde, les méfaits du lait de vache par rapport au lait de brebis. Voilà. Ben oui. C'est entre autres les messages qu'il y a actuellement, qu'on peut entendre, où on entend dire aussi qu'on n'est pas des animaux et qu'on ne doit pas boire de lait parce qu'on n'est pas des animaux. En tous les cas,
Il n'y a pas d'étude qui a montré aujourd'hui que ce qui était mieux. Après, ça va être votre tolérance. Et on parle beaucoup actuellement, alors j'en ai pas parlé, mais on parle beaucoup du microbiote intestinal. Et là, on y va vraiment dans ce qui est les recherches et ce qui est en train de sortir. Et là aussi, chaque être est unique. Chacun a son microbiote. On est en train de dire que c'est notre troisième cerveau. On a un microbiote. Et ça dépend comment il a été alimenté, entre guillemets. C'est-à-dire que si dans votre alimentation petit, au moment de la diversification, au moment... tout dépend comment on s'alimente et nos habitudes alimentaires. Donc on se fabrique un propre microbiote et on va tolérer plus d'aliments que d'autres. Donc c'est exactement la même chose par rapport au lait de vache ou au lait de chèvre ou au lait, c'est-à-dire qu'en fonction de vos habitudes et de votre tolérance et de vos bactéries que vous avez dans vos intestins, vous allez digérer ou pas digérer. Donc de là à dire que le lait de vache est moins bon que le lait de chèvre, peut-être que pour vous le lait de chèvre est mieux que le lait de vache et que votre voisine de devant, ça sera mieux avec du lait de chèvre. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment très personne dépendance de la tolérance qu'on a. L'objectif, et vous me disiez que vous étiez végétarienne, mais pourquoi pas ? Enfin, nous, on n'a rien, enfin, en tous les cas, rien de contre. C'est-à-dire que vous éliminez les viandes, mais vous allez remplacer la viande. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte des protéines, ça apporte des lipides. Vous allez faire les équivalences, vous allez l'apporter avec autre chose et vous allez couvrir vos besoins. Donc ça, c'est pas... En tous les cas, pour nous, c'est pas un souci en tant que diététicien. Après, c'est d'accompagner et de voir comment on va couvrir vos besoins nutritionnels. Et le monsieur ? Oui. Est-ce qu'il peut être utile, voire recommandé, de diminuer le gluten ? Le gluten. Alors, là aussi, je vais vous refaire la même réponse que la dame de derrière. Alors, non. Le gluten, alors, ça a eu le vent en poupe. Mais il faut savoir qu'un régime sans gluten, ou une alimentation sans gluten, à la base, c'est pour une pathologie bien spécifique, la maladie cœliaque. Donc, le patient cœliaque, le seul traitement qu'il a, c'est une alimentation sans gluten. Il n'a pas d'autre façon de se soigner, il n'aura pas de médicaments, il n'aura pas autre chose, c'est son alimentation sans gluten. Sauf qu'aujourd'hui, donc moi quand j'ai démarré ma carrière, le sans gluten, il y avait trois fournisseurs et les patients, ils recevaient leurs produits chez eux. Maintenant, tant mieux pour eux, ça s'est ouvert. Il y a les coop bio, il y a les magasins bio, il y a les grandes surfaces où il y a des rayons avec des produits sans gluten. Mais le gluten, je ne suis pas sûre que tout le monde sache dans quoi il y en a. Et il faut savoir que le gluten, vous mangez du jambon blanc sous vide, le gluten, c'est aussi un conservateur. Et donc du coup, quand les patients disent qu'ils vont manger sans gluten, ils vont enlever le gluten du pain, ils vont enlever le gluten des féculents, mais ils ne vont pas enlever tout le reste du gluten. Donc si on veut vraiment faire un sans gluten, dans l'idée de se dire c'est ce qui va être mieux, un vrai gluten, il faut enlever tous les aliments avec le gluten pour que ça fonctionne correctement. Et donc ça veut dire que votre jambon blanc sous vide, c'est un conservateur, c'est de la gléadine, c'est une protéine, et du coup ça va conserver, ça sert de conservateur. Donc dans du gluten, vous en avez dans tout quasiment, vous en avez dans beaucoup de choses. Et maintenant, c'est au détriment du patient cœliaque. Avec tout ce qui peut être véhiculé sur ce message de sans gluten, du coup, le patient cœliaque, c'est lui qui se retrouve en difficulté parce que ça veut dire aussi que si vous utilisez une cuillère en bois pour cuisiner, du coup, s'il y a une trace de gluten, le vrai cœliaque ou le vrai sans gluten, il ne va pas le supporter, il va avoir les effets secondaires. Donc, il y a intolérant au gluten, mais en sachant qu'on ne peut pas, en tous les cas dans les structures médicales, on ne peut pas prendre en compte si c'est un bien-être ou pas. On va prendre le patient qui est le cœliaque, le sans gluten. Après, là aussi, si vous avez il y a des patients en effet qui, en mangeant du pain sans gluten, en mangeant des pâtes, se sentent mieux, digèrent mieux. Pourquoi pas ? Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de contre-indication avec la maladie cancéreuse de manger sans gluten, mais c'est du sans gluten très light. C'est-à-dire que c'est aussi un confort, et là aussi, c'est aussi notre microbiote.
Et là, je pense que l'avenir va beaucoup évoluer sur ce sens-là. J'aimerais vous poser une question sur le sucre. Quand on est gourmand, qu'on est malade, donc le sucre, c'est beaucoup de choses, mais tout ce qui est friandise. Alors, il y a sucre et sucre. Dans le sucre, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle des glucides simples. Dans les glucides, vous avez, si vous regardez la composition d'un yaourt nature, vous allez voir glucides 5 grammes. Vous allez dire, mon yaourt nature, il n'a pas de sucre. C'est le sucre de l'aliment, c'est le sucre naturel. Si vous prenez un jus d'ananas, dans le jus d'ananas, si vous regardez les ingrédients, vous devez avoir de l'ananas. Vous allez avoir des glucides, du sucre, il va y avoir écrit dont sucre, c'est le sucre naturel. Après, il y a le sucre, tout ce qui est le sucre rajouté. Donc oui, les bonbons, c'est du sucre. Il faut savoir que le sucre, ce qui peut être délétère, c'est d'en manger à longueur de journée, comme ça en dehors des prises alimentaires. Mais un bonbon, un petit carré de chocolat, une friandise, une pâtisserie, même maintenant pour les patients diabétiques, on laisse les pâtisseries, mais c'est pas tous les jours. On n'en fait pas notre alimentation tous les jours et on les mange au moment d'une prise alimentaire. Mais si ça peut vous aider à stimuler votre appétit, toujours mon histoire, stimuler la prise orale. On veut que vous mangiez. Et donc, si vous mangez un bonbon un par jour au moment d'un repas, pourquoi pas, si ça peut vous aider, vous pouvez. Mais bien souvent, quand on a envie, c'est pour stimuler quelque chose en nous. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez en manger. Vous pouvez en manger. Il ne faut pas culpabiliser. Si vous culpabilisez, ça sera plus... Une dernière question. Ah, il y avait le monsieur. On va devoir arrêter. Oui, il y en a plein. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir une question à propos de l'eau du robinet. Moi. Avec les faces. Est-ce qu'elle nous empoisonne ou pas? Est-ce qu'il faut que je repasse à l'eau minérale? L'eau, les analyses ne sont pas bonnes actuellement, ça c'est sûr. Oui. Mais voilà, on y arrive. On a trop... quand on demande aux personnes de faire du tri, de trier les déchets, de faire attention, bon voilà. Il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie. L'impact environnemental a un effet, ça c'est sûr. L'eau, il faut essayer de connaître. Maintenant, il y a des filtres. Nous, on conseille beaucoup d'avoir les filtres à eau. C'est très bien. Oui, si vous avez un bon filtre, oui. Si vous avez un bon filtre, c'est très bien. Ouais. En tous les cas, c'est pas l'eau qui va donner un cancer, c'est pas l'eau qui va aggraver mon cancer, c'est tout le monde, tous, même les bien portants. L'objectif, c'est de boire une eau saine et pas polluée. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est d'avoir des filtres. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, vous vouliez poser, vous venez me voir à la fin. Alors, du coup. une ou deux. Il y a deux. J'avais encore. Ils ont. Allez, les deux personnes qui depuis un moment. Allez-y. Je voulais savoir sous quel nom se cache le gluten sur les emballages. Est-ce que ça se cache sous une formule complètement... Alors, quand il y a marqué, souvent quand il y a marqué dextrose de blé. Il faut savoir que le gluten, c'est la gliadine, c'est une molécule, c'est ce qu'il y a c'est une protéine dans les céréales. Donc dextrose de blé. Enfin, quand il y a marqué, de toute façon, il y a marqué gluten, gliadine. C'est ce que. De toute façon, c'est un peu compliqué. J'avoue que l'étiquetage c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, s'il y a marqué peut contenir des traces, si vous n'êtes pas cœliaque, vous pouvez en manger sans problème. Après, si c'est c'est vraiment faire attention si c'est le gluten, si on parle sur la protéine, la gliadine, ou si c'est sur les glucides. Si c'est sur les glucides, vous n'avez pas de risque. Mais là encore, l'objectif, c'est vraiment savoir pourquoi on fait du sans gluten. Et il y avait le monsieur devant, oui. Ouais. Oui. En fait, juste, je voulais insister sur l'association de céréales, c'est-à-dire en pensant aux acides aminés limitants, les acides aminés indispensables. Oui. Il existe dans certains, par exemple, dans la lésine. Oui. La lésine, elle est dans les pois chiches, par exemple, oui. Et elle n'existe pas dans une autre céréale. Le fait d'associer, par exemple, pois chiches et blé, on augmente la valeur
nutritionnels en protéines. Tout à fait. Ceci à l'attention de ceux qui sont végétariens, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est sûr on peut en parler pendant. Plus vous allez varier, plus. Ah, le fait de l'associer, oui, c'est dans des meilleures tolérances, mais il y a plein de... Ça, c'est ce qu'on va augmenter avec l'index glycémique après des aliments, mais alors là, je pars dans un autre sujet, mais on peut parler de nutrition pendant des heures et des heures. Protéique, oui, mais du coup, si vous l'associez aussi avec autre chose, vous allez augmenter sur la valeur sur les fibres et sur la qualité de la fibre, qui va vous aider aussi à digérer. Donc, il y a plein d'associations d'aliments, mais alors là... Là, on peut faire un sujet. Oui. Ouais, je vais. On va voir. Non, j'en ai pas ici, mais on verra. Non, il n'est pas en ligne. On l'a au CHU. Voilà. Je suis pas avec l'entité. Je précise. Je suis pas avec l'entité CHU aujourd'hui parce que voilà. Merci à vous.